Bonjour à tous, je vous propose ce matin de suivre l'audition d'Henri Poupart-Lafarge devant la Commission des affaires économiques du Sénat. Alors Henri Poupart-Lafarge, c'est le PDG d'Alstom. Il a défrayé la chronique en septembre dernier avec l'annonce de la fermeture du site de Belfort pour sauver l'activité rail d'Alstom Belfort. Menacé donc de fermeture, le gouvernement avait annoncé l'achat de 15 motrices TGV, soit une commande publique de 700 millions d'euros. Mais la commande, elle se heurte à des obstacles juridiques. Le principe d'égalité de traitement ne serait pas respecté. Puis de façon générale, qu'en est-il de la situation du groupe Alstom, largement bénéficiaire selon les derniers chiffres? Sur toutes ces questions, je vous propose d'écouter le PDG d'Alstom devant les sénateurs. C'est une audition, comme je le disais au président il y a un instant, qui était souhaitée depuis déjà un certain temps, qui était attendue et qui va susciter bien sûr un très grand intérêt. Je précise tout de suite que vous êtes accompagné par Jean-Baptiste Emeyoud, qui est le directeur général France, mais vous êtes venu aussi avec un nombre important de collaborateurs qui sont présents à côté de moi ou dans la tribune. Il s'agit de Bruno Marguet, vice-président stratégie, Philippe Deller, vice-président affaires publiques, Madame Emmanuelle Châtelain, vice-présidente de la communication, Jean-Pierre Goeffer, vice-président ressources humaines France, Madame Paola Brucker, directrice affaires publiques France Export, et Damien Cabarrus, qui est responsable affaires publiques France. Également Thomas Roborel de Climens. Voilà. C'est dire la considération de la part d'Alstom vis-à-vis des sénateurs que nous sommes. Alors, revenons à Alstom. Aujourd'hui, recentrée sur les activités de transport, l'entreprise se positionne comme un leader mondial des systèmes ferroviaires intégrés. La santé économique du groupe a été au cœur de l'actualité nationale à l'automne dernier, lorsque des craintes ont couru sur la fermeture du site de Belfort. Toutefois, au cours des dernières semaines, on a assisté à l'annonce de plusieurs contrats importants, non seulement en France. On peut citer à cet égard le méga contrat du renouvellement des lignes RER franciliens, mais aussi dans le monde, fourniture de trains régionaux au Sénégal, fourniture d'un système de métro à Hanoï, projet de tramway à Taïwan, contrat auprès du Mexicain Ferromex pour assurer la maintenance de locomotives. Selon la presse spécialisée, le carnet de commandes d'Alstom atteindrait aujourd'hui près de 35 milliards d'euros, ce qui démontre que le groupe est dynamique, compétitif et très largement présent dans les zones émergentes où les perspectives de croissance sont les plus fortes. Monsieur le Président, Directeur Général, la Commission souhaiterait que vous éclairiez bien sûr sur les atouts et la stratégie d'Alstom. Nous savons par exemple que l'avenir de l'industrie, qui reste à notre sens le cœur d'une économie prospère, ne se joue plus seulement dans la capacité à fournir des biens physiques, mais un paquet global qui inclut au cours des matériels un bouquet de services à haute valeur ajoutée. Et la question se pose de savoir comment Alstom se situe dans ces mutations de fond de l'industrie. Nous savons également que le secteur des transports est au cœur de la nécessaire transition écologique de l'économie mondiale. Comment Alstom aborde cet enjeu? Quelles sont les innovations, les compétences, les partenariats, les spécialisations, selon vous, nécessaires pour relever le défi des transports durables? Autre question essentielle pour les parlementaires que nous sommes, l'actionnariat. Quelle place pour l'État dans Alstom? Enfin, au-delà de l'entreprise elle-même, notre commission souhaiterait que vous reveniez également sur le rôle et la capacité d'entraînement qu'Alstom peut et doit jouer sur la filière industrielle des transports dans son ensemble, sur le tissu des PME qui la constituent et sur l'impact qu'on peut en attendre en ce qui concerne l'activité et l'emploi dans nos territoires. À propos des PME, Monsieur le Président Directeur Général, j'ai dans mon département de l'Orne, qui n'est pas le plus industriel de France, une entreprise, alors qui est vraiment à la campagne et qui fabrique le nez des TGV et de même que les nez des tramways, de certains des tramways que vous vendez, etc. Et je suivais il y a quelques jours sur une petite route de campagne un convoi exceptionnel qui emportait des pièces évidemment très volumineuses
qui sont destinées à ces rames que vous allez fabriquer. C'est dire que nous sommes, au-delà des grands sites industriels dont on parle souvent, très souvent impactés, y compris dans nos régions plus rurales, par l'activité de votre groupe. Et donc, nous sommes tous, les uns et les autres, quel que soit le département auquel nous appartenons et que nous représentons, extrêmement attentifs à ce que vous allez nous dire. Alors, Monsieur le Président directeur général, je vous donne la parole. Alors, comme nous en sommes convenus, le Président directeur général va intervenir une vingtaine de minutes, et ensuite, je prendrai bien sûr les questions. Compte tenu, je dirais, de l'importance du sujet, nous ne ferons pas respecter le temps de parole qui est toujours limité à deux minutes, mais je demande néanmoins à chacun d'être économe, bien sûr, de son propos. Monsieur le Président directeur général, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, merci tout d'abord de me permettre de m'exprimer devant vous ce matin. Je crois que la date est tout à fait appropriée. Ça fait à peu près maintenant un an qu'Alstom s'est recentré sur son activité ferroviaire. Donc je crois que c'est une bonne date anniversaire pour faire le point sur le groupe, sur sa stratégie, sur son marché, sur ses perspectives. Alors déjà peut-être pour commencer, en deux mots, qu'est-ce que c'est qu'Alstom, une petite carte d'identité d'Alstom, maintenant qu'on est recentré sur le ferroviaire. Encore une fois depuis un an. Comme vous l'avez souligné, on a un carnet de commandes très important, plus de 34 milliards d'euros. Alstom, c'est 7 milliards d'euros d'activité annuelle. Alstom est présent dans l'ensemble de la chaîne ferroviaire, c'est-à-dire que nous sommes présents non seulement dans la partie matériel roulant, du tramway jusqu'au TGV, donc tramway, métro, trains régionaux, TGV, mais aussi, et vous l'avez souligné un petit peu, dans les activités de service, de signalisation, donc service, maintenance, signalisation et de système, électrification, pose de voies et projet clé en main, notamment à l'export, et j'y reviendrai. Le matériel roulant en tant que tel ne représente que la moitié de l'activité d'Alstom, moins de 50%. Ce n'est pas le cas d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a quelquefois une vision un peu déformée de l'activité d'Alstom, puisque en France, c'est plus de 80% de l'activité en France. Puisque, j'y reviendrai, comme vous le savez, la SNCF ou la RATP font leur propre service, font leur propre maintenance, qu'il y a assez peu de projets clés en main en France également. Donc, 7 milliards d'euros couvrant l'ensemble des activités ferroviaires. En termes géographiques, Alstom, c'est 60% de l'activité en Europe, 20% de son activité à destination de la France, et en réalité 30% de son activité d'origine française. Donc j'y reviendrai sur la place tout à fait particulière qu'occupe la France au sein du groupe. Et le reste des 40% en termes géographiques s'équilibre assez bien entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Afrique Moyen-Orient et l'Asie, chacun 10%. Donc voilà un petit peu le panorama de la carte d'identité d'Alstom. Alstom, on est sur des activités de transport ferroviaire. Je crois que la première chose à en retenir, c'est que c'est un marché qui est en croissance au niveau mondial. C'est un bon marché. C'est un marché qui a des fondamentaux extrêmement solides. Le principal facteur de croissance du marché ferroviaire dans le monde, c'est l'urbanisation du monde. Et là, vous savez aussi bien que moi que le taux d'urbanisation du monde augmente très vite, qu'on est maintenant passé à plus de 50% de la population mondiale dans les villes, qu'il y a un très grand nombre de villes dans les pays émergents qui sont sous-équipés en termes de transport urbain, que le transport urbain, le métro ou transport suburbain est la seule solution pour décongestionner toutes ces villes. Il n'y en a pas d'autres. C'est-à-dire qu'on parlera des facteurs environnementaux, mais les facteurs environnementaux viennent en plus justifier la mise en œuvre de transport urbain, mais la première justification, c'est son efficacité en termes capacitaires. Si vous prenez un métro aujourd'hui va remplacer une quinzaine de voies de véhicules.
en termes de débit entre le périphérique, entre l'avenue des Champs-Élysées ou le RER A, il y a juste un facteur de 10. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Donc la seule manière de répondre aux besoins de mobilité urbaine, c'est la mise en place d'un réseau de transport public et d'un réseau de transport ferroviaire. Et donc on voit naturellement, depuis une dizaine d'années, l'ensemble des villes à travers le monde commencer à s'équiper de transports urbains. L'urbanisation polarise aussi les territoires, et en polarisant les territoires, crée un besoin de transport intercité entre ces différentes villes. Et on voit en Europe tout particulièrement des transports régionaux et des transports à grande vitesse, mais aussi dans des pays, comme vous savez, en Asie, en Chine, en Inde, au Brésil, qui s'intéresse maintenant au transport aussi intercité. Donc voilà, donc Alstom est positionné d'abord et avant tout sur un marché aux fondamentaux très sains, qui est en croissance annuelle de 3% par an. Donc c'est vraiment une bonne évolution. Sur ce marché, d'ailleurs, Alstom se comporte bien, puisque nous avons depuis quelques années une croissance supérieure à 5% par an, et donc qui est supérieure à la croissance du marché. Et nous avons comme objectif de poursuivre cette croissance jusqu'à 2020, donc dans une horizon visible, et qui est, comme vous l'avez rappelé, supportée par la qualité de notre carnet de commandes aujourd'hui. Donc Alstom est bien positionné sur un marché en croissance. Quelle est la stratégie d'Alstom et d'où vient un petit peu, quelles sont les raisons de ce succès que nous avons aujourd'hui? Alors la stratégie d'Alstom, elle repose sur quelques piliers simples. Il y a un premier pilier qui est l'accompagnement de cette croissance géographique. La globalisation du marché des transports a commencé il y a une dizaine d'années. En gros, de manière un peu simpliste, il y a 15-20 ans, vous voyagiez à travers le monde et il y avait assez peu de villes avec des métros. Aujourd'hui, maintenant, toutes les grandes villes ont un début de réseau. On a décidé d'accompagner cette croissance, on a décidé d'accompagner cette globalisation en mettant en place un outil industriel, un outil de production, un outil de développement qui permette de nous servir au mieux nos clients à travers le monde. Alors servir au mieux nos clients à travers le monde, ça veut dire être proche des clients, à la fois physiquement, mais aussi en termes partenarial. C'est-à-dire physiquement en ayant des outils de production à travers les continents, donc en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Asie, et aussi de manière partenariale, parce que chacun des marchés a ses caractéristiques propres. Il y a dans tous les pays des contraintes, soit mises à la localisation, soit en termes de partenariat, comme en Afrique du Sud, où nous faisons des partenariats avec des entités dites Black Empowered. En Algérie, nous faisons un partenariat avec le client, au Kazakhstan également, en Chine avec des acteurs locaux. Donc il faut s'adapter aux contraintes géographiques de chacun de ces marchés. Dans ce réseau, en quelque sorte, d'outils industriels, d'outils de développement, la France joue dans cette stratégie un rôle tout à fait particulier. La France est le cœur technologique d'Alstom. La France est le pilier industriel d'Alstom. C'est de la France dont sort à la fois toutes nos innovations. 80% de la recherche et développement d'Alstom est fait en France. C'est la France qui est la seule région du monde qui exporte dans les autres régions, puisque si nous faisons 20% de notre activité, comme je l'ai dit tout à l'heure, à destination de la France, nous avons plus de 30% de notre activité d'origine France, et donc à peu près 40% de l'activité française est destinée à l'export. Donc il faut que vous ayez cette image de plaque continentale sur laquelle nous opérons pour servir nos clients, et ces plaques continentales sont nourries par l'excellence de la France pour nous et de notre région France. C'est dire, et je reviendrai, l'importance que revêt pour nous la santé de ce cœur français et le dynamisme de ce cœur français. Mais c'est ça le premier pilier de notre stratégie, c'est d'avoir réussi à accompagner ces clients là où ils sont, l'émergence de ces clients,
grâce à cette combinaison entre une localisation à travers tous les continents et un soutien, un support extrêmement fort de notre outil industriel français qui est notre pilier et qui est encore une fois la source de nos technologies. Donc ça, c'est une premier axe qui est le principal axe. Après, il y a des axes qui nous ont permis d'évoluer, qui nous ont permis d'engranger ces succès, et vous l'avez cité vous-même, qui est la transformation de nos solutions depuis des produits simples, donc depuis du matériel roulant, vers des solutions complètes. Et encore une fois, c'est poussé par les pays émergents qui sont demandeurs de ces solutions. Quand vous fabriquez pour la première fois un métro, quand vous mettez en place dans une ville qui n'en a pas un nouveau métro, eh bien, la manière la plus simple de le faire, c'est évidemment de confier à des consortiums d'entreprises l'ensemble de la construction du métro clé en main. C'est-à-dire qu'on arrive dans une ville, il n'y a rien, on en part 4 ans plus tard, il y a un métro. Et nous avons travaillé avec des génies civilistes pour intégrer l'ensemble des composantes qui font ce système. Le matériel roulant, la signalisation, l'électrification, l'intégration, l'engineering de l'ensemble. Et j'allais dire, non seulement on l'a intégré de manière horizontale, mais en général, nous ne partons pas de la ville, mais nous assurons un service durant l'ensemble de la vie de ce système, qui peut durer 30, 40 ans. Donc des services à très long terme. Donc ça, ce sont des activités nouvelles pour Alstom. Et tout à l'heure, je disais que le matériel roulant faisait moins de 50%. Nous venons d'une situation dans laquelle ça faisait 2/3 de notre activité, il y a ne serait-ce que 5 ans. Maintenant, on est à moins de 50%, et on va plutôt se diriger vers 1/3 de l'activité purement matériel roulant et 2/3 de l'activité sur tous les services qui vont autour, toutes les solutions qui vont autour. Donc ça, c'est le second pilier, c'est qu'on a su déplacer un peu notre offre d'une offre purement produit vers une offre plus complète et qui est plus à même de répondre à nos besoins, aux besoins de nos clients à travers le monde. Troisième pilier, très important également, l'innovation. Il faut qu'on continue, je vais revenir sur le paysage concurrentiel, il faut qu'on continue à innover, il faut qu'on continue à être à la pointe de la technologie pour pouvoir offrir à nos clients ce qu'il y a de mieux et puis pour pouvoir nous différencier de nos concurrents. Alors ces innovations, elles sont en termes purement techniques, par exemple le train qu'on a vendu aux États-Unis, qui est un train à la fois à grande vitesse et pendulaire, c'est-à-dire qui permet d'aller vite, y compris dans les courbes, est un train que seul Alstom est capable d'offrir en termes purement technologiques. Donc, il n'y a pas d'autres constructeurs qui aujourd'hui maîtrisent cette technologie pendulaire à grande vitesse. Donc là, c'est vraiment une innovation au cœur du ferroviaire. Il y a des innovations en termes d'efficacité énergétique. On travaille beaucoup sur la consommation de nos trains, bien évidemment, consommation énergétique de nos trains, même s'ils sont bien évidemment d'abord et avant tout environnementaux, puisqu'ils sont électriques, mais néanmoins, on peut quand même travailler sur leur efficacité, et nous avons des gains réguliers en termes de consommation d'énergie, de nouvelles chaînes de traction, par exemple, de l'utilisation de nouveaux matériaux, etc. Donc, des innovations plus d'efficacité, des innovations purement de performance, des innovations un peu plus, comme on dit, disruptives maintenant. Nous avons annoncé récemment le lancement d'un train à base de piles à combustible. Donc ça, on nous l'avons lancé en Allemagne, ils sont assez friands de cette technologie. Et pourquoi ? Parce que l'Allemagne, on ne le sait pas toujours, mais en fait n'a que la moitié de son réseau qui est électrifié. Et donc il y a un problème d'émissions à cause des moteurs diesel des trains. Et donc nous allons lancer un train à base de piles à combustible pour résoudre ce problème en Allemagne. Donc l'axe, bien sûr, d'innovation était extrêmement important. Donc c'est un peu les trois piliers entre le pilier géographique, le pilier solution et le pilier innovation qui nous permet d'engranger ces succès à travers le monde. Alors maintenant, on peut regarder un peu le paysage concurrentiel et puis ça s'appuie un petit peu sur la France ou revenir un petit peu sur la France. Alors le paysage concurrentiel, dans le monde, il est de plus en plus tendu, comme vous le savez. On a de nombreux concurrents,
à la fois en Europe, mais aussi en Asie, concurrents chinois, concurrents coréens, concurrents japonais, qui bénéficient tous également d'un modèle dans lequel ils ont un marché domestique très fort, très dynamique, et qui viennent eux aussi essayer de profiter de la globalisation, et qui viennent eux aussi d'ailleurs essayer de rentrer en Europe. Vous avez vu que récemment les Japonais sont rentrés en Europe. J'y reviendrai puisque dans ce commerce international, les relations sont un peu asymétriques entre une Europe très ouverte et d'autres pays beaucoup moins ouverts à travers le monde. Donc un paysage concurrentiel très fort, donc ça nous oblige à être encore une fois de plus en plus innovants, de plus en plus présents sur l'ensemble de ces marchés. En France, donc quelle est la situation française? Comme je l'ai dit, la France est le pilier du groupe. Et donc nous sommes en France, je dirais, à la croisée de deux défis. Le défi du transport en France et le défi de l'industrie en France. Puisque nous sommes intéressés évidemment par les deux. Nous sommes intéressés et nous sommes motivés par un système ferroviaire, un système de transport efficace en France. Donc nous sommes évidemment très sensibles et nous sommes très intéressés à la filière ferroviaire française. Et je reviendrai sur l'industrie, mais sur le système dans son ensemble, sur l'efficacité du système ferroviaire en France. Nous sommes évidemment très attentifs, partie prenante, par exemple à Fer de France, qui permet de discuter des enjeux du système ferroviaire français. Et là, force est de constater que nous avons subi en France des défis, que nous avons collectivement, puisque ça c'est quelque chose qui, je dirais, vous concerne tout autant que nous, nous avons des défis importants pour résoudre les problèmes de financement du système ferroviaire français, les problèmes de stratégie, de gouvernance du système ferroviaire français, et que, je dirais peut-être que le moment est bien choisi dans cette période électorale également de réfléchir à quelle doit être la vision sur du transport ferroviaire. Il y a eu une conséquence très pratique. Le fret, par exemple, va très mal en France, comme vous le savez, depuis des années. Nous n'avons pas eu une seule commande locomotive depuis 10 ans en France. Nous avons exporté des locomotives, donc il y a toujours le pilier export que je détaillais avant, qui est important. Nous avons exporté des locomotives en Russie, au Kazakhstan, en Inde, mais nous n'avons vendu aucune locomotive à destination de la France. Et il y a donc c'est pour mettre le doigt sur le lien entre les difficultés du système ferroviaire en France, donc pas de fret. On peut discuter longuement de pourquoi le fret est en situation aussi mauvaise en France, mais enfin, on le constate, pas de fret, pas de locomotive, du coup des difficultés à Belfort. Donc il y a un lien direct entre le système français et l'activité d'Alstom, puisque nous sommes très dépendants pour notre outil industriel français de la France. Donc ça, c'est un premier axe. Second axe, nous sommes intéressés à l'industrie française. Et donc, je reprends ce que vous dites, nous faisons travailler énormément de sous-traitants en France. 80% de ce que nous fabriquons en France est acheté en France, auprès d'un tissu de PME, souvent fragile, fragilisé par des hauts et des bas de charges. Donc là aussi, les difficultés du système ferroviaire français se répercutent, non seulement chez Alstom, mais aussi dans son réseau de sous-traitants. Donc nous travaillons à consolider ce réseau de sous-traitants, l'initiative publique aussi qui existe, le fonds Croissance Rail, qui permettent aux différentes PME de nouer des partenariats entre elles pour se solidifier. Nous sommes très actifs dans ce domaine-là. Donc nous sommes évidemment très sensibles à la compétitivité de l'outil industriel. Alors cette compétitivité, elle existe pour le marché français et également pour l'export. Nous avons besoin d'un tissu industriel français compétitif pour nous permettre à continuer à exporter à partir de la France. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons face à des concurrents extrêmement agressifs et on est obligé d'avouer qu'aujourd'hui, il y a un soutien des États de plus en plus fort de leur industrie. Donc c'est une tendance que nous voyons, que ce soit au Japon, que ce soit en Chine, en Allemagne plus proche de chez nous, mais dans beaucoup de pays, les États soutiennent très très fortement, en Corée, nous voyons ça, très fortement leur industrie à l'export.
à l'aide de subventions, à l'aide de financement export, donc en utilisant tout je dirais, un éventail d'outils. Et donc nous avons besoin à la fois d'un outil industriel compétitif et d'un soutien des pouvoirs publics sur l'export. Nous travaillons avec les pouvoirs publics quotidiennement sur un certain nombre de projets à l'export. Mon point est juste de dire qu'il faut renforcer ce soutien. Il ne faut pas avoir honte de notre propre industrie. Il faut que l'ensemble des acteurs français puissent être derrière l'industrie de manière à l'aider à conquérir des marchés et à soutenir son savoir-faire dans le monde. Donc voilà un petit peu où on en est. C'est sûr que vous êtes probablement de régions qui avaient des sites d'Alstom, puisque nous avons 12 sites principaux en France, assez d'ailleurs bien, en tout cas assez répartis dans toutes les régions françaises. Donc nous sommes très présents dans le tissu local. Nous avons des sites qui ne sont pas très gros d'ailleurs par rapport à d'autres types d'industries. Nos sites font entre 1000 et 2000 personnes, mais ils sont répartis. Et donc, comme ils ont chacun leur bassin de sous-traitants, j'ai bien conscience de notre responsabilité vers les territoires. Donc, on ne croit pas que c'est le moment ici de détailler la situation de chacun de ces sites. On pourrait y revenir si ça intéresse certains d'entre vous. Nous avons en gros des sites dits intégrateurs, comme Belfort, Valenciennes, Reichshofen, La Rochelle, qui sont des assembliers des trains, qui eux sont vraiment très très dépendants du marché français, qui exportent et qui sont très très dépendants du marché français, parce que économiquement c'est pas évident d'exporter un métro complet à l'autre bout du monde. Il faut là pour le coup être dans des conditions assez spécifiques. Et puis il y a des sites plus ce qu'on appelle composants, qui sont le cœur technologique des trains dans les différents sous-systèmes, la traction à Tarbes, les bogies au Creusot, les moteurs à Ornans, la Villeurbanne pour tout ce qui est électronique à bord, beaucoup d'engineering à Saint-Ouen également. Donc ces cœurs composants, eux, sont plutôt liés à l'activité globale du groupe. Ils exportent plus facilement, puisque ce sont des systèmes plus petits, qui sont plus facilement exportables dans le monde entier. Et donc eux ont des activités export qui sont bien supérieures à 50% de leur activité, et leur cœur bat au rythme du groupe, et je dirais moins dépendant de l'activité purement française, même si elle représente une composante toujours significative de leur activité. Donc voilà, donc en conclusion, je dirais, nous sommes un groupe solide, plutôt prospère, en croissance, mais qui fait face à des défis, parce que fondamentalement son marché est positif dans le monde, mais qui fait face à des défis importants, des défis parce que la compétition est accrue, une compétition très dure. Certains consultants appellent ça maintenant, en utilisant des termes anglais, la G2G, c'est-à-dire gouvernement à gouvernement, c'est-à-dire une compétition qui est très fortement soutenue par des gouvernements, et donc qui rend les défis d'autant plus je dirais, importants, et avec un défi parce que son cœur, son pilier, cœur technologique, c'est la France, et que le système ferroviaire en France a les difficultés que vous connaissez. Et par définition, ça ne peut que avoir des répercussions sur Alstom, compte tenu de l'importance de la France, encore une fois, dans le dispositif d'Alstom. Voilà, écoutez, je vous remercie, puis je peux répondre à vos questions très volontiers. Bien, merci beaucoup, monsieur le président directeur général, pour cet exposé. J'ai noté déjà un certain nombre d'intervenants qui souhaitent prendre la parole. Alors, je vais tout de suite donner la parole à Martial Bourquin, ensuite à Ladislav Poniatowski, et je vais compléter ma liste en demandant aux personnes qui souhaitent intervenir. OK. Merci, Monsieur le Président, pour vos explications et surtout votre présentation de la situation de ce grand groupe qu'est Alstom. Et je suis voisin du territoire de Belfort. J'ai beaucoup de salariés d'Alstom dans la ville où je suis maire. Et je dois vous dire que la mobilisation pour garder et redynamiser le site d'Alstom Belfort est une question essentielle pour nous. Vous avez dit, la France est le cœur industriel d'Alstom. Belfort est le cœur industriel d'Alstom. C'est le site historique d'Alstom. Et vous savez que Alstom doit beaucoup à Belfort.
Je sais que lundi, il y a la signature d'une convention entre élus locaux, État, SNCF et Alstom pour le financement des travaux de la nouvelle voie d'essai qui vise à permettre de faire de Belfort le centre européen de maintenance TGV. C'est la diversification qui avait été annoncée, qui se met en place. Il y a la commande de 15 rames TGV pour 400 millions d'euros qui a fait débat dans la presse. Il s'agit de rendre euro-compatible cette commande qui fait cruellement défaut aujourd'hui au dimensionnement de la production à Alstom. Et le secrétaire d'État, M. Sirug, a donné des assurances concernant cette commande. Il s'agit de tout faire pour garder ce site. Non seulement de le garder, mais de le redynamiser. Et sachez, Monsieur le Président, que les parlementaires que nous sommes veilleront à ce que les engagements pris soient tenus. Il s'agit de plusieurs centaines d'emplois. Il s'agit de l'activité industrielle d'un département et d'une région importante. Et donc, nous serons très, très, très vigilants pour que les engagements soient tenus. J'ai une deuxième question, et je sais qu'elle vous concerne moins et concerne plus votre prédécesseur. Vous nous avez parlé de la sous-activité de vos sites, en France et en Europe. Est-ce que vous ne pensez pas que la vente du secteur énergie d'Alstom a été une erreur stratégique majeure? C'est un fleuron industriel, Alstom, qui vit beaucoup de la commande publique, comme vous l'avez dit. On nous avait dit que GE créerait 1000 emplois avec l'absorption de ce secteur industriel. On vient d'apprendre que General Electric en supprimait 800. On nous avait promis 1000 emplois, il y en a moins 800. Est-ce que vous ne pensez pas que d'avoir abandonné ce secteur est une défaite majeure pour Alstom, mais aussi pour la France? Quand on sait le poids de l'énergie dans les activités industrielles futures, est-ce que vous ne pensez pas vraiment qu'au niveau stratégique, le groupe Alstom a fait une erreur majeure? Je le pense, moi, profondément. Et je sais que votre prédécesseur est parti avec une retraite chapeau de 4 millions d'euros pour avoir vendu, notamment, ce secteur à l'industrie américaine. Je pense que c'était une erreur majeure. Bien, merci Martial Bourquin. Je donne la parole à Ladislas Poniatowski, ensuite à Franck Montaugé. Merci, Monsieur le Président. Je veux faire une observation et vous poser une question. J'ai beaucoup apprécié, Monsieur le Président, votre intervention. J'ai beaucoup apprécié la manière dont vous avez expliqué à des parlementaires français ce que fait votre groupe en France. Parce que mon observation, elle n'est pas forcément agréable. Vous communiquez remarquablement bien devant des parlementaires. Pourquoi ne communiquez-vous pas aussi bien devant les Français? Je m'explique. Le très très beau contrat que vous avez remporté aux États-Unis il y a quelques mois. Je peux vous dire que nous étions nombreux à être contents qu'un fleuron de l'industrie française remporte un aussi beau marché. Bravo. Par contre, en termes de répercussions d'emploi sur la France, on sait très bien que c'est quasi nul. Et vous avez bien expliqué que quand vous vous implantiez dans un pays, il était important vis-à-vis du client que vous investissiez, y compris en emploi, dans le pays. Mais vous avez rappelé juste après, et vous l'avez très bien fait, que le cœur de votre activité restait chez nous et que ce genre de contrat remporté à l'international faisait tourner la belle machine Alstom, tous vos investissements en matière de recherche en France. Et je vais plus loin. Le fait de ne plus vendre aucune locomotive en France, heureusement que vous remportez de beaux contrats à l'international pour que la technologie française continue à progresser à l'international. Et ma stupéfaction, c'est que pendant 48 heures, vous avez vu des articles de presse et des réactions en disant bravo, Alstom a gagné aux États-Unis. Et ensuite, on a commencé à avoir quelques réactions moins agréables
je trouve que les journalistes ont la mémoire courte, disant que ça rapporte rien à la France en termes d'emploi. Et c'est là où mon observation est, votre prestation devant nous, qui était vraiment brillante, que j'ai bien appréciée, communiquer aussi bien devant les Français, ou bien je sais pas, enfin bon. J'ai des réticences sur la manière dont la presse se comporte quand il y a des bonnes réussites comme celle-là. Ma question, vous n'avez pas cité la RATP. Comment travaillez-vous avec la RATP? La RATP, dans certains contrats internationaux, parfois est appelée en amont pour faire une étude sur un projet de métro. Mais la RATP va plus loin, parfois répond aussi à des appels d'offres, jamais seule, puisque la RATP est capable de gérer un réseau de métro, mais elle est incapable de fournir le métro. Comment travaillez-vous avec eux? Est-ce que vous êtes sur certaines opérations ensemble? Répondez-vous ensemble des appels d'offres? Bien, merci. Ladislas Poniatowski. Je donne la parole à Franck Montaugé, ensuite à Valérie Létard. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président d'Alstom, pour votre présentation. Je voudrais aborder la question de la recherche et du développement. Vous avez débuté votre propos en parlant de l'augmentation du taux d'urbanisation dans le monde, de la nécessité de décongestionner toutes ces villes, toutes ces métropoles. Vous avez évoqué également la question des transports intercités et vous avez dit, ça me paraît essentiel, que notre pays devait se poser la question de la vision en matière de système ferroviaire donc français. Je voudrais faire un lien entre ces points et la question de la recherche et du développement. Donc vous avez dit qu'à 80%, elle était réalisée en France. Et faire le lien également avec les territoires ruraux, ceux qui sont parfois loin des métropoles, qui n'ont pas la chance d'être à proximité d'une ligne grande vitesse et donc d'en bénéficier en termes de développement. La question des déplacements, alors aujourd'hui ferroviaire dans le meilleur des cas, mais parfois sans rien, intra-régionaux est une question d'aménagement du territoire national central. À partir de là, et constatant que certains pays s'intéressent à des techniques très innovantes, je vais en citer une, celle du Skytrain développée aux États-Unis par la NASA en coopération avec Israël, qui permettrait de développer de nouvelles techniques intra-métropolitaines, mais également éventuellement sur moyenne et longue distance, beaucoup moins chères et beaucoup plus accessibles au mode de pratique des transports dont ont besoin les habitants de notre territoire. Est-ce que Alstom, sur ces sujets-là, donc en matière de recherche, là en l'occurrence il s'agit je crois que ça s'appelle la lévitation magnétique, est-ce que Alstom s'intéresse à des nouveaux modes de transport qu'on peut apparenter au ferroviaire sur des technologies en rupture profonde avec ce que l'on connaît aujourd'hui. Vous avez parlé de ce que vous faisiez en matière de piles à combustible. C'est une forme de rupture. On pourrait en envisager d'autres, peut-être plus profondes encore, à des coûts bien moindres que ce qu'on peut constater aujourd'hui. Et ces questions-là, elles peuvent avoir un impact absolument énorme sur le développement de nos territoires, ruraux en particulier, en lien avec les métropoles dont elles dépendent de plus ou moins. Merci. Bien, merci Franck Montaugé. Je donne la parole à Valérie Létard et ensuite à Jean-Pierre Bouzineau. Oui, bonjour. Merci Monsieur le Président. Merci Monsieur Poupart de nous avoir présenté la situation d'Alstom et les perspectives que nos collègues reprennent point par point. Vous avez dit avec grande clarté comment Alstom organisait effectivement son activité entre un marché intérieur et des opérateurs et des entreprises qui sont plus ciblés, donc sur des objets qui forcément sont moins soumis aux aléas d'une production et d'une commande française parce que véritablement ouverts sur le marché international et répondent donc à un besoin global. Ça me permet de vous poser la question, comment vous envisagez
l'avenir dans les Hauts-de-France d'Alstom, où vous avez des sites qui répondent justement à des commandes qui sont plus des commandes de marché intérieur. Comment, sur d'autres sites aussi, où vous êtes un peu dans les mêmes réalités, vous envisagez les perspectives et les suites? Comment, en fait, envisagez-vous de travailler à peut-être une organisation qui soit en tout cas plus diversifiée? Je ne sais pas quelles sont les solutions possibles, mais comment pouvez-vous travailler ces questions pour éviter les inquiétudes et les aléas sur des carnets de commandes qui, d'une année à l'autre, en fonction justement de ces marchés successifs, créent des crispations, des inquiétudes que vous connaissez très bien? Et le deuxième point sur lequel j'aurais bien aimé avoir une réflexion, ou en tout cas des pistes et des précisions, vous savez, vous avez rappelé effectivement la question des sous-traitants. Vous savez que c'est quelque chose qui revient de façon régulière, et vous avez rappelé que effectivement vous faisiez appel à des PME françaises pour fournir les différents composants. Aujourd'hui, comment peut-on avoir, mais justement, dans la communication, peut-être un peu plus d'information et de transparence qui viserait à rassurer peut-être un peu plus aussi bien les territoires, les collectivités, les salariés, les syndicats, bref, tous ceux qui se soucient de savoir comment leurs PME, qui certes ont besoin, comme vous l'avez dit, d'être organisés, coordonnés, de se remettre peut-être en question en termes de mutualisation d'un certain nombre de capacités, à aller aussi un peu à l'export, peut-être avec l'aide des grands comptes, justement, à se structurer pour être peut-être meilleurs et plus performants. Mais comment, quelles sont les pistes que vous envisagez pour justement consolider ce réseau, travailler beaucoup plus en grappe et en tout cas donner un peu plus d'informations transparentes pour le grand public, même si vous les donnez et vous essayez de nous rassurer, mais vous savez bien qu'il reste toujours une interrogation sur la part réservée à la sous-traitance française. Et c'est vrai que pour nous, c'est extrêmement important de sentir que c'est une vraie priorité pour Alstom et d'ailleurs tous les grands comptes français. Bien, merci Valérie Létard. Je donne la parole à Jean-Pierre Bosino et ensuite à Gérard César. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le PDG. Je commence par une remarque pour dire que on peut effectivement être fier dans ce pays d'avoir une belle entreprise comme Alstom. Au moment où on parle de l'industrie, et vous l'avez évoqué, y compris dans le monde et en Europe, on a besoin des pays qui ont su garder leur industrie. Ça interpelle sur ce qui se passe effectivement chez nous. Mais du coup, ça m'amène évidemment à une série de questions. Vous avez parlé du soutien à l'industrie, justement. Parlé un peu d'argent. Alstom a touché de l'argent public, des sommes relativement importantes, plusieurs centaines de millions d'euros, du CICE, du CIR. Dans le même temps, cela a été dit par un autre collègue, on verse une retraite chapeau, alors c'est pas 4 milliards, c'est 6 milliards et quelques, à l'ancien million. Parlons millions. En nouveaux 6 et euros. quelques millions. C'est bien, c'était pour voir si tout le monde suivait. Donc tout le monde suit. 6 et quelques millions d'euros de parachutes dorés, alors même que l'Assemblée générale des actionnaires s'y était opposée. Et par ailleurs, on distribue des dividendes de façon sensible aux actionnaires de l'entreprise. C'est une première question. Comment expliquez-vous, vous nous dites qu'il y a besoin de soutien à l'industrie, puis dans le même temps, il y a cette situation particulière. Deuxième question, c'est sur le manque, de notre point de vue, d'anticipation sur ce qui s'est passé à Belfort. Le trou de commande 2018-2021, il était connu, vous avez expliqué un certain nombre de raisons. D'ailleurs, au passage, l'État est actionnaire à 20% de l'entreprise. Et c'est aussi dans cette entreprise où l'État est actionnaire que, malgré tout, le fret ne se développe pas. Et puis même, il y a une loi qui permet le développement du transport en autocar pour les pauvres. Bon, donc c'est quand même assez contradictoire. Vous n'avez pas évoqué vos relations avec Bombardier. Je fais le lien avec ce que disait Valérie Létard.
c'est une question importante par rapport au PME, cet accord, de ces relations entre Alstom et Bombardier. Et puisqu'on parlait des PME, est-ce que vous pouvez nous dire, parce que j'ai bien apprécié votre discours sur les relations avec le tissu de PME, mais est-ce que vous faites partie des entreprises qui paient régulièrement en temps et en heure les factures aux PME? Et puis dernière chose, c'est sur l'évolution des effectifs salariés. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des effectifs salariés de l'entreprise sur les années qui viennent? Merci. Merci Jean-Pierre Bosino. Je donne la parole à Gérard César et ensuite à Yannick Vaugrenard. Oui, merci Monsieur le Président. Merci Monsieur le Président Directeur Général pour votre exposé concernant justement la situation d'Alstom. Et la question que je voulais poser d'entrée de jeu, comment expliquez-vous la crise qu'a connue Alstom il y a quelques jours? Quelques jours, quelques semaines, mais la crise qui est par rapport à la commande qui a été faite. Deuxième question que je voulais vous poser, le budget innovation. Vous avez parlé longuement et très fortement du budget innovation. Vous n'avez pas dit quel était le montant de ce budget innovation, à moins que ce soit un secret des dieux, ou un secret défense. Et la troisième question, très rapide, c'est concernant le partenariat. Notre collègue a parlé de Bombardier, j'allais vous poser la même question. Où êtes-vous du partenariat avec Bombardier pour justement acquérir de nouveaux marchés et vous implanter dans d'autres pays, en particulier concernant l'Europe, mais aussi le monde entier? Et la dernière question, très très courte, est-ce que vous approvisionnez sur le marché chinois au niveau de l'acier? Bien, merci Gérard César. La parole est à Yannick Vaugrenard et ensuite à François Calvet. Oui, merci. Merci, Monsieur le Président, pour toutes ces explications et informations. J'ai 3 questions à vous poser. Une première en plus. S'il y avait une décision de l'Assemblée générale des actionnaires vous concernant, est-ce que vous suivriez cette décision de l'Assemblée générale des actionnaires? 3 autres questions sur l'innovation. Vous avez parlé du pendulaire à grande vitesse et du marché que vous avez pu obtenir aux États-Unis, qui est quelque chose d'extrêmement positif, comme ça vient d'être souligné. Même question que Gérard César, le pourcentage recherche-développement et surtout le parallèle avec les concurrents à Alstom sur l'effort qu'ils font eux-mêmes dans la recherche-développement et l'effort que vous faites vous-même. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots également, c'est toujours dans le cadre de la recherche et de l'innovation finalement, sur le développement de l'hydrolien et de l'éolien offshore, assez présent en Loire-Atlantique, Alstom est présent, et comment vous voyez le développement de ces marchés et quel effort vous comptez y avoir. Ça a été évoqué tout à l'heure, la solution trouvée à Alstom-Belfort était probablement, même sûrement indispensable à court terme. Ne craignez-vous pas qu'à moyen et long terme, ce type de décision puisse aussi obérer l'avenir de la SNCF? C'est une question, me semble-t-il, qui peut être importante. 3e point, c'est par rapport au PME. 80% de ce que vous réalisez sont aussi réalisés avec l'aide des petites et moyennes entreprises, vous l'avez souligné tout à l'heure. Souvent, à la Commission des affaires économiques, la question s'est posée du respect des délais de paiement. Est-ce que les délais de paiement que vous offrez en quelque sorte à l'ensemble de ce tissu de PME est de l'ordre de 45 jours? Est-ce que ça dépasse un peu plus? Bref, est-ce que vraiment on est dans les clous dans ce domaine-là? C'est considérablement important et c'est dans le prolongement de l'intervention qui a été faite tout à l'heure par Valérie Létard, parce que nous souffrons tous, on le sait bien, d'un tissu de PME qui n'arrive pas à devenir des entreprises de taille intermédiaire alors que nos concurrents allemands le font de manière beaucoup plus aisée. Et du coup, je pense que le rôle des donneurs d'ordre est extrêmement important, à la fois pour que ces PME grossissent, s'unissent, et en même temps pour qu'elles ne dépendent pas uniquement d'un seul donneur d'ordre, qui pourrait être Alstom. Et je pense que l'intérêt d'Alstom, c'est aussi l'intérêt bien compris de l'ensemble des PME, c'est-à-dire un gagnant-gagnant en quelque sorte. Le donneur d'ordre principal aidant les entreprises à se développer pour leur permettre d'être compétitives et aussi de rendre service à l'entreprise donneur d'ordre. Merci Yannick Vaugrenard. La parole est à François Calvet et ensuite à Annie Guillemot. Oui,
Monsieur le Président, directeur général, c'était très intéressant. Moi, je voudrais m'orienter plutôt sur le problème du fret. Vous avez dit tout à l'heure que vous n'aviez pas vendu de locomotives en France depuis 10 ans, ce que j'ai cru comprendre aujourd'hui. Et moi, j'habite une région, Perpignan en l'occurrence, où je vois passer et augmenter les camions, les chapelets de camions sur l'A9 qui traversent le Perthus. Et puis, on a construit un TGV. Alors, on a construit un TGV qui avec le tronçon binational Perpignan-Figueres, qui va jusqu'à Barcelone, jusqu'à Madrid, qui s'arrête à Perpignan. On a un TGV, mais à petite vitesse. Et puis, je demande pour le fret. Alors, on a fait une plateforme multimodale sur le marché Saint-Charles. Le marché Saint-Charles, c'est plus d'1,5 million pratiquement de tonnes en fruits et légumes. C'est plus important que Rungis en fruits et légumes. C'est le plus grand d'Europe. Donc, et puis on construit cette plateforme, personne ne l'utilise. Personne ne l'utilise pour deux raisons. D'abord, de l'Espagne, le débouché par le Perthus, il n'y a que 2 locomotives allemandes qui peuvent tracter les wagons, parce qu'on a fait des pentes qui ne conviennent pas au tractage. Enfin, je ne suis pas spécialiste, mais peut-être vous le savez mieux que moi. Donc, ça ne marche pas. Donc, tout le trafic, le fret de l'Espagne, il ne peut pas arriver, parce qu'on aurait pu imaginer du port de Barcelone, par exemple, utiliser le fret, faire un port sec, je ne sais pas, Perpignan, faire quelque chose. On ne peut pas. Donc, moi, je vous demande, puis j'ai vu que les tarifs de la SNCF aussi sont très prohibitifs pour le fret, en tout cas, sont très chers, considérés comme tels par les entreprises de Saint-Charles. Et donc, moi, et qui n'est pas fiable. Deuxième chose, voilà, ce que disent les gens. Moi, je dis ce que disent les gens. Bon, et moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y aurait une solution pour qu'on n'ait plus ces chapelets de camions de toute l'Europe? En plus, avec l'échec de l'écotaxe, je pense que ça ne va pas s'arrêter. Mais bon, est-ce qu'il y a une solution pour que le fret en France prenne sa vraie dimension? Voilà. Bien, merci François Calvet. La parole est à Annie Guillemot et ensuite à Delphine Bataille. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général. Annie Guillemot, sénatrice du Rhône, accessoirement présidente du Citral. On vient justement de donner 2 marchés publics de 200 millions d'euros et de 100 millions d'euros, vous l'avez dit, sur le matériel roulant, tramway, et puis sur le pilotage automatique d'une nouvelle ligne de métro lyonnaise. Moi, je voudrais revenir en tant que donneur d'ordre justement sur la commande publique, parce que je crois qu'on en est là. Vous avez parlé de la concurrence, Chine, Asie. Moi, je voudrais aussi parler de la concurrence espagnole. On a une concurrence aujourd'hui sur les marchés publics extrêmement importants. Je peux témoigner aussi des référés suspension que nous avons, nous, les entreprises, puisqu'on vient de sortir, nous, d'un référé suspension contre justement un marché alloué à Alstom. Donc, je voudrais dire à mes collègues, parce que j'entends beaucoup de choses, mais que c'est pas facile. Et je voudrais avoir votre regard, justement, vous avez beaucoup parlé de la concurrence, mais je voudrais aussi avoir votre regard sur la commande publique. On vient aussi, nous, de signer avec Keolis une nouvelle DSP de 2,2 milliards. Et je peux vous dire que les attaques de tous les grands groupes, qu'ils soient chinois, asiatiques ou espagnols, sont présents et qu'aujourd'hui, on est obligé, dès le cahier des charges, d'avoir un cabinet d'avocats qui suit l'ensemble de la procédure de la commande publique, qui nous aide dans les 15 jours au référé suspension auquel on est face. Et je voudrais avoir un petit peu votre vue sur l'évolution, parce que je pense que l'évolution, en tout cas moi depuis 2 ans et demi que je suis présidente du Citral, je la trouve très préoccupante. Parce que sur les prix qui sont cassés, mais aussi sur la difficulté que nous avons, nous, de faire la part entre le prix, le coût et puis la qualité technique, ça devient de plus en plus difficile pour nos agents à nous, mais aussi, je pense, pour les entreprises qui se présentent à ces marchés d'appel d'offres publics. Merci Annie Guillemot. La parole est à Delphine Bataille, ensuite Marc Denis. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Directeur Général, vous avez confirmé des objectifs optimistes sur le long terme avec un carnet de commandes en hausse et de qualité et des contrats acquis de longue date mais annoncés très récemment. Je voudrais savoir quel est selon vous le rôle de la commande publique française, en tout cas s'il est amené à évoluer
fortement. Et vous avez notamment évoqué la dépendance de certains sites au marché français. Est-ce que vous pourriez préciser, en fonction des perspectives connues actuellement, s'il y aura des évolutions marquées? Il y a un contrat avec le Vietnam pour un projet de ligne de métro à Hawaï, et même s'il n'est pas le plus important, il devrait bénéficier à plusieurs sites français, dont un dans le nord. Et la question a été abordée, bien sûr. Est-ce que vous pouvez préciser quels autres contrats à l'international beaucoup plus importants méritent d'être soulignés? Il y a aussi un contrat pour le RER parisien. Alors c'est une bonne nouvelle pour les salariés d'Alstom et Bombardier qui disposent d'une expérience commune dans la construction des RER, comme pour les métros et les TGV. Et c'est une bonne nouvelle aussi pour le Nord, ça a été dit, où sont installées 2 usines qui représentent environ 3200 salariés selon les derniers chiffres, mais dont certains subissent du chômage partiel encore aujourd'hui. Alors est-ce que vous pouvez nous rassurer sur la pérennisation des emplois sur ces sites, compte tenu des effets positifs de la commande? Au chapitre ruralité, pour assurer un nouvel avenir au train d'équilibre du territoire, plusieurs milliards sont investis pour bénéficier de trains neufs et performants. Ces commandes sont certes incontournables pour améliorer la qualité du service, mais elles sont également excellentes pour nos industries ferroviaires. Est-ce que vous avez pu chiffrer pour Alstom l'impact de ces commandes de manière précise? Et enfin, dernier point, ça a été évoqué également, la commande de TGV de sauvetage pour le site de Belfort. Alors des inquiétudes se sont fait jour ces derniers jours, que le ministre de l'Industrie a apaisé, mais on a quand même l'impression que la SNCF, qui a de sérieuses difficultés financières, se retrouve aujourd'hui plutôt à aider Alstom en bonne santé. Cette opération n'aura pas, selon le gouvernement, d'impact financier négatif pour la SNCF, et je voudrais savoir quel regard vous portez-vous sur cette situation. Je vous remercie. Merci Delphine Bataille. Je donne la parole à Marc Denis. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Directeur Général, vous avez dans votre propos rappelé qu'il y a une concurrence internationale qui se développe dans votre secteur. Des transferts de technologies ont fait qu'il y a une maîtrise aujourd'hui en Asie et dans différents points du monde. Je crois que nous le savons tous. D'où l'importance, et je rebondis sur la question de notre collègue Franck Montaugé, d'avoir toujours une capacité d'innovation et de pouvoir en permanence être en mesure d'offrir des solutions. Vous avez évoqué, je crois, la technologie qui vous permet de maîtriser la grande vitesse et le pendulaire, enfin le TGV, le pendulaire. Ma question portera sur l'évolution des transports. Elle sera très simple. On constate un besoin de développement des transports en commun liés à des métropolisations d'une part et deuxièmement des demandes d'aménagement du territoire. Le ferroviaire a de plus en plus de difficultés à offrir des réponses qui soient structurantes par rapport à cela. On sent une évolution vers une demande de personnalisation de cette réponse de transport en commun. On avait anticipé en France, je crois que c'était la RATP avec Aramis dans les années 70, des systèmes de type de transport personnel rapide, le PRT. Ma conviction est que dans les années à venir, cette technologie, enfin cette demande va croître et s'amplifier. Comment abordez-vous un tel problème? L'anticipez-vous, vous, en tant qu'entreprise, quand on voit des projets de type PRT non pas en Airbus mais en Bus-Air, en transport rail aérien, qui se développe? On sait que la technologie du filaire est une technologie ancienne pour répondre à ce type de demande. Est-ce que vous, en tant qu'entreprise, y voyez un avenir et est-ce que vous y travaillez en domaine d'innovation? Bien, merci Marc Denis. Avant de vous donner la parole, Monsieur le Président Directeur Général, une première observation. Vous l'avez constaté, votre venue devant la Commission des affaires économiques du Sénat a suscité beaucoup d'intérêt, à en juger par les très nombreuses questions, je me permettrai de dire pertinentes questions qui ont été posées. J'ajoute pour les personnes qui
regardent cette séance sur le site du Sénat, mais qui sont à l'extérieur, que la plupart des membres de la commission sont présents ici. La salle est un peu grande, mais elle a été choisie justement pour la captation des images. En tout cas, je voulais souligner le grand intérêt des uns des autres qui, alors, demande effectivement quelqu'un qui n'est pas membre de la commission, mais à qui je donne volontiers la parole. Mais alors, je vous poserai quand même une petite question. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de la géographie des sites dans le monde, d'Alstom? Alors, je veux dire que le dire, c'est pas très parlant. Si vous pouviez nous donner une carte de ce que représentent les sites industriels d'Alstom dans le monde, et avec les effectifs qui y sont, éventuellement le chiffre d'affaires qui est réalisé. Donc, c'est pour plutôt après, si vous voulez, pour assurer notre information complète. Oui, je suis désolé, je ne fais pas partie de cette commission, mais j'ai souhaité quand même au moins venir vous entendre. J'aurais juste une petite question, Monsieur le Président. Vous avez beaucoup parlé de concurrence. Alors, je suis désolé, je suis arrivé en retard, donc je n'ai pas entendu ce que vous avez dit, mais j'ai entendu mes collègues parler beaucoup de concurrence, donc je pense que c'est un sujet que vous avez beaucoup abordé, et de commande publique. Moi, j'ai plusieurs points. Celui qui concerne la concurrence, moi, je reste intimement persuadé qu'on ne fabrique pas des trains aux États-Unis pour les importer en Allemagne ou en Espagne, où ça coûte beaucoup trop cher, donc il faut qu'on continue à produire en Europe pour des marchés européens. Et que de ce point de vue-là, la concurrence ne joue, mais entre pays européens. Et ma question, elle est un peu liée à ça, puisque je pense qu'un certain nombre de marchés ont été perdus par Alstom ces dernières années, parce que vous aviez abandonné un certain nombre de types de commandes, un type de train que vous ne peut-être considériez comme n'étant pas suffisamment intéressant, je ne sais pas, pour produire à Belfort ou ailleurs. Et de ce fait, en n'étant plus suffisamment, en n'ayant plus de chaîne de fabrication suffisamment au point, en tout cas pour fabriquer ce type de produit, vous n'étiez plus concurrentiel en termes de prix. Or, pour obtenir des marchés sur le territoire national comme dans les marchés à l'international, notamment au niveau européen, il faut être concurrentiel en matière de prix. Donc pour être concurrentiel en matière de prix, il faut avoir un volume de trains qui soit suffisant. Je parle sous votre contrôle évidemment. Est-ce que vous allez, en tout cas, est-ce que vous avez repris le flambeau pour essayer de nouveau de commercialiser un peu ces trains qui avaient été perdus, je pense à des contrats notamment avec les Allemands, enfin pas les Allemands, mais qui ont été notés que SNCF a commandé aux Allemands pour des raisons essentiellement de coût. Est-ce que vous avez, vous, d'un point de vue commercial en tout cas, décidé de relancer ces commandes qui vont permettre, si vous les obtenez, de redonner du travail à nos entreprises en France? Merci. Bien, merci Cédric Perrin, dont on connaît évidemment l'implication dans le territoire de Belfort sur le dossier Alstom. Bien, Monsieur le Président, Directeur Général, je vous donne la parole. Écoutez, merci beaucoup pour toutes vos questions. Donc elles sont très nombreuses. Je m'excuse d'avance si je n'aborde pas toutes dans le détail, mais on est bien sûr à votre disposition pour tous les points qui resteraient à éclaircir. Belfort, je vais revenir sur les questions qui concernent Belfort. Donc, encore une fois, je ne sais pas s'il y a eu une crise la semaine dernière, s'il y a un problème d'anticipation. Tout ça est assez vrai. Belfort, pour certains connaissent très bien, d'autres peut-être moins bien, repose sur deux piliers essentiels, les locomotives et les motrices de TGV. Parce qu'en fait, les motrices de TGV sont fondamentalement des locomotives. Ça, c'est ces deux piliers. J'ai expliqué le problème du fret. Et effectivement, on n'aura pas la réponse au problème du fret. Vous le dites très bien, le problème du fret, je fais un petit aparté là-dessus, est à la fois un problème économique, puisque le fret est assez onéreux, le fret ferroviaire est assez onéreux, mais pas simplement. Et d'abord et avant tout, et je ne suis pas un expert du marché Saint-Charles dont on parlait, mais d'abord et avant tout, un problème de fiabilité. Et je ne suis pas étonné, en tout cas, de ce que vous dites, parce que pour les fruits et légumes, j'imagine, en tout cas, que c'est un des enjeux importants, la fiabilité et le fait que les trains arrivent à l'heure. Or, le fret a un problème de fiabilité très important. Petite parenthèse juste pour... Ce problème de fiabilité du fret n'est en fait que la conséquence indirecte du problème de fiabilité sur les passagers. Alors pourquoi ? Parce qu'en France, le fret est traité de manière non prioritaire par rapport aux passagers.
Ce n'est pas le cas aux États-Unis, et ce qui explique qu'aux États-Unis, c'est le contraire, ils ont du mal à faire des trains passagers, ils ont plus de trains de fret. Et donc, quand vous avez un problème sur des voies, un problème sur le réseau, le passager a la priorité par rapport au fret. Et donc, en quelque sorte, tant que le système ferroviaire pour les passagers ne sera pas parfait, le fret aura du mal à être lui-même en temps et en heure. Et donc ça explique que ce n'est pas si simple que ça. À la fois, je constate et je le regrette, mais ce n'est pas si simple que ça à résoudre, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on arrive à résoudre fondamentalement, et vous avez dû en débattre dans le passé, sur le problème de l'état du réseau ferroviaire qui entraîne des difficultés, y compris de ponctualité des trains. Donc voilà, donc, on n'a pas la solution pour le fret ferroviaire, mais on est conscient. Donc Belfort, c'est le fret ferroviaire, c'est le système TGV. Le TGV, là aussi on a parlé de la SNCF et de l'impact sur la SNCF. Le TGV reste néanmoins le train le plus rentable en France. Il y a, et ça fait partie de la vision qu'on doit avoir sur le ferroviaire en France, il se trouve que le TGV n'est absolument pas subventionné, par exemple, alors que les trains régionaux le sont. Donc quand on parle de savoir est-ce qu'il y a une crise sur le système TGV, peut-être, mais il faut d'abord et avant tout éclaircir de qu'est-ce qu'on veut faire avec. Aujourd'hui, le TGV a lui-même des questionnements sur sa charge, ce qui fait que Belfort est attaqué sur ces deux piliers, à la fois sur le pilier fret et sur le pilier TGV, puisqu'en gros, il y a une bagarre de modèles entre un modèle TGV dans lequel le TGV ne ferait que les barreaux TGV et un modèle dans lequel le TGV, comme il le fait aujourd'hui, irrigue plus le territoire. Et tant que ce débat n'est pas totalement tranché, ça a tendance à geler les ambitions, y compris de la SNCF, qui doit se demander quel type de modèle elle doit promouvoir. Donc il y a ce questionnement sur le TGV futur. Donc voilà, donc il y a eu ces deux sujets qui ont été abordés. S'il y a eu cette crise de Belfort, c'est aussi parce qu'on a voulu anticiper. La charge de Belfort ne tombe pas demain. On a encore 1 an et demi pour traiter tout ça, d'où d'ailleurs les plans qui sont mis en place par le gouvernement. Et j'ai entendu vos interrogations. Moi, je fais toute confiance au gouvernement pour respecter ses engagements. Et de notre côté, comme vous l'avez dit, nous avons commencé à mettre en œuvre les nôtres, de diversifier le site de Belfort. Diversifier à la fois sur le service, puisque nous avons hier il y avait une cérémonie à Belfort sur le lancement d'investissements dans le sujet. Diversifier aussi, et je reprends ce que vous dites, sur les différents produits, puisque nous avons relancé ce qu'on appelle les locomotives de manœuvre. Ce sont des locomotives qui sont là pour tirer des trains de travaux, qui sont là des locomotives de secours par exemple, ou de manœuvre pour tirer des trains dans des dépôts. Donc nous avons relancé cette activité, nous avons pris une commande pour la Suisse, pour cette plateforme, et nous espérons, ça fait partie aussi de l'engagement de l'État, de pouvoir produire des locomotives de secours pour les TGV. Donc oui, nous réinvestissons, y compris dans cette gamme de produits. Donc voilà, donc, Belfort, c'est l'actualité, comme vous l'avez dit, il y aura un point, je crois, le 17 février, qui va être fait par le ministre sur ces sujets-là. Petit aparté sur l'énergie, je ne veux pas revenir sur ce qui a été fait. La seule chose que je peux vous dire, c'est que moi j'étais effectivement déjà en charge de la division transport à l'époque. La division transport en tant que telle, qui maintenant constitue Alstom, je suis désolé d'avoir eu une question sur l'éolien, mais on n'est pas en mesure d'y répondre, enfin on n'est plus directement opérationnel de cette activité-là. Mais en tout cas, la division transport n'a pas du tout été impactée négativement par la cession de l'activité énergie. Il n'y avait pas de site réellement en commun. À Belfort, sur le même territoire, il y avait le même site, mais ce n'était pas la même usine, ce n'était pas le même atelier, etc. Et c'est le seul dans le monde qui était le seul territoire sur lequel il y avait à la fois de l'énergie et du transport sur le même site. Et donc nous, on n'a pas du tout eu à subir. Au contraire, je dirais d'un certain point de vue, ça a permis de renforcer les finances du groupe, donc ça nous a donné un certain élan. Donc je ne me prononcerai pas sur l'avenir et ce qui s'est passé ensuite des activités énergie, ça c'est un autre débat, mais pour ce qui est des activités transport, très clairement, nous n'avons pas eu d'impact négatif.
On a parlé et je prends le point sur la communication, on a parlé de la communication, et c'est vrai qu'on a tendance à peut-être à valoriser la partie production et mettre en avant la partie production, et donc les critiques qui sont faites sur les TGV américains, ils ne vont pas être produits en France, et c'est vrai, il y a d'ailleurs un Buy American Act extrêmement fort, on doit produire 95% de nos trains sur le territoire américain. Je vous rappelle d'ailleurs, en passant, qu'il existe un Buy European Act qui prévoit une fabrication à 50% sur le territoire européen, Buy European Act qui n'est jamais utilisé, jamais mis dans les appels d'offres, jamais cette clause, le fameux article 85, ma mémoire est bonne, n'est utilisé. Donc, en tout cas, on ne valorise pas assez, et je suis d'accord avec vous, tout l'aspect engineering, tout l'aspect R&D, tout l'aspect innovation, et finalement, ce qui vient alimenter notre outil français, puisque sur les 9000 emplois en France, il y a plus de 4000 ingénieurs. On est d'ores et déjà une société d'ingénieurs. Et des ingénieurs, on parlait de l'innovation, il y avait parlé des territoires. On a chez Alstom une organisation d'innovation assez particulière, puisqu'on a des activités R&D très fondamentales qui représentent, il y avait la question, à peu près un peu moins de 3% du groupe, donc un peu moins de 200 millions d'euros. Et puis, on développe nos plateformes sur nos sites. Donc on a une innovation qui est très décentralisée. Chacun des sites dans vos territoires, donc en France, encore une fois, Reichshofen, Belfort, La Rochelle, Valenciennes, Ornans, Le Creusot, Villeurbanne, Tarbes, pour les sites principaux, Saint-Ouen, Vitrolles, Aix-en-Provence, Rennes, enfin dans beaucoup de Petit-Queville pour les transformateurs. En fait, un site même, et je vais revenir sur les Hauts-de-France, et d'ores et déjà des sites très fortement dans l'ingénierie et dans le développement. Vous prenez le site de Tarbes, sur les 600 personnes à Tarbes, il y en a peut-être 150 dans la production. Au Creusot, pareil. Donc tout ce qui est développement bénéficie énormément, non seulement, je dirais, à Saint-Ouen, bien sûr, où il y a la production, mais il y a 300, sur les 4000 ingénieurs en France, non, il y a la signalisation également, mais il y a peut-être 700 ou 800 ingénieurs à Saint-Ouen. Tout le reste est effectivement dans les différents sites. Donc je suis d'accord qu'il faudrait qu'on communique beaucoup plus sur le lien entre ces commandes très emblématiques à l'étranger et les emplois en France, non pas des emplois de production, c'est vrai, mais des emplois dans le développement et dans l'engineering. Des liens avec RATP et avec Keolis, etc. Alors oui, on essaye d'ailleurs c'est vrai aussi pour les PME, quand on va à l'export, de travailler avec l'environnement français. Sistra a un rôle extrêmement important pour nous. Dans le passé, la RATP, puisque c'était la RATP, était un peu le parrain d'un certain nombre de métros dans le monde. Chili à Santiago, au Caire, etc. Donc il y avait l'engineering de la RATP était en soutien de ces nouveaux métros. Ça a été un peu perdu. Sistra a repris les activités d'engineering de la RATP et de la SNCF à l'export et a été une entreprise qui est assez florissante, mais qui a perdu un petit peu ce côté prescripteur de solutions françaises, parce qu'elle est devenue plus généraliste. Donc on essaye de travailler quand même avec eux, parce qu'eux sont très importants, parce que c'est eux qui vont spécifier les métros. Et la bataille, enfin on parle toujours de ça dans l'industrie, la bataille des normes et la bataille des standards est extrêmement importante. C'est évident qu'il faut exporter non seulement nos produits, mais aussi nos standards et nos normes. RATP Dev, donc, qui est l'opérateur, parce que RATP, alors la France a une caractéristique, c'est que 3 opérateurs mondiaux urbains, RATP Dev, Keolis et Transdev, sont présents en France. Donc on travaille avec eux. Alors là, la relation qu'on a avec eux peut être très diverse. De temps en temps, on leur vend du matériel, on est ensemble, donc on fait un consortium ensemble, et puis on propose à la fois une solution d'exploitation et une solution de système. De temps en temps, on est en parallèle, puisque le client achète l'exploitation d'un côté, le matériel d'un autre côté. Et puis, il peut y avoir un troisième lot de maintenance qu'on peut partager avec eux. Donc on essaie de se coordonner
sachant qu'eux-mêmes sont en concurrence les uns avec les autres. Hein. Donc, je dirais l'équipe de France peut être plus ou moins unifiée. Alors, c'est vrai que dans ces grands contrats, hein, par rapport à d'autres, c'est un peu la comparaison avec les autres États. Hein. C'est juste pour mettre le doigt. Hein. Mais quand on prend des contrats comme Kuala Lumpur-Singapour, qui est un grand contrat de TGV actuel, il est évident que l'équipe de France, par rapport au Japon, par rapport aux Corée ou par rapport à la Chine, l'équipe de France a vraiment du mal à exister. Nous n'avons pas la structure à la fois financière et la taille qui fait que nous sommes extrêmement présents sur ces grands marchés qui sont là très tirés par des grandes stratégies d'État à État. Ça, c'est vrai que nous avons à travailler sur cette équipe de France qui n'est pas toujours très française, très efficace. Voilà donc pour cette audition d'Henri Poupart-Lafarge, le PDG de l'Alstom, qui est largement revenu sur la situation de l'entreprise et en particulier la fameuse commande publique de 15 rames TGV annoncée à l'automne dernier pour sauver le site de Belfort. Un tout autre sujet maintenant, la situation au Proche-Orient, avec une audition très attendue, celle de Mahmoud Abbas. François Hollande a reçu hier à l'Élysée le président de l'autorité palestinienne. Un des principaux sujets à l'ordre du jour, l'adoption lundi par le Parlement israélien d'une loi légalisant des dizaines d'implantations en Cisjordanie. Et puis autre grand sujet d'inquiétude pour les Palestiniens et la communauté internationale, la nouvelle administration Trump et le déménagement voulu par le président américain de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem. Sur toutes ces questions, je vous propose tout de suite d'écouter Mahmoud Abbas. Et qui ont garanti la réussite de la conférence de paix qui s'est tenue à Paris et auquel ont assisté 70 États et 5 organisations internationales. Et cela n'est pas nouveau car la France, quels que soient ses présidents, ses gouvernements, ses parlements, Assemblée nationale et Sénat, a toujours soutenu les efforts en vue d'une paix juste et globale dans notre région sur la base de la solution des deux États. La France a toujours pris de nombreuses initiatives, a déployé des efforts constants et considérables, a accordé une aide économique pour permettre au peuple palestinien de construire ses institutions et de développer son économie. Le vote de l'Assemblée nationale et du Sénat français en 2014 recommandant au gouvernement français de reconnaître l'État de Palestine est une preuve de ces principes et de ces valeurs élevées que porte le peuple français. Ce peuple qui a une civilisation prestigieuse, une culture remarquable et dont nous nous inspirons en Palestine. Nous nous inspirons de vos expériences, des expériences du peuple français dans la liberté et la construction de notre État indépendant et la préservation de notre dignité nationale. Comme vous le savez, mesdames et messieurs, 11 parlements européens ont voté des recommandations adressées à leur gouvernement pour reconnaître l'État de Palestine, considérant que la préservation de la solution des deux États et en l'absence de la possibilité de parvenir à une solution politique exige des pays qui reconnaissent Israël de reconnaître les deux États et non pas un seul État. Et dans un défi flagrant à la volonté de la communauté internationale et en particulier à la résolution du Conseil de sécurité votée à la fin de l'année dernière, la résolution 2334, le gouvernement israélien a fait adopter hier à la Knesset une loi qui autorise le vol des terres palestiniennes privées au profit des colons et qui donne un caractère légal avec effet rétroactif
à l'occupation de toutes les terres palestiniennes occupées de 1967, y compris Jérusalem-Est. Cette loi est contraire au droit international. Nous continuerons à travailler avec les tribunaux internationaux pour protéger notre existence et notre vie sur la terre de Palestine. Dernièrement, le gouvernement israélien a annoncé des décisions pour l'expropriation de davantage de terres palestiniennes et de construire des milliers de logements sur nos terres, sur notre territoire occupé. Et c'est une chose extrêmement grave et dangereuse qui affaiblit, qui mine la possibilité des deux États et qui consacre la réalité d'un État, deux systèmes, c'est-à-dire un État de l'apartheid. Est-ce cela que la communauté internationale veut? Si le gouvernement israélien continue, et il continue de construire des colonies dans nos terres, les terres palestiniennes occupées en 1967 et ces terres sur lesquelles nous voulons édifier notre État et qui constituent uniquement 21% de la Palestine historique. C'est ce que nous demandons, les 21%. Aujourd'hui, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous revendiquons pour l'avenir, mais c'est tout ce que nous demandons, à savoir que les terres occupées en 1967 et qui constituent 21% de la Palestine historique, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, c'est ce territoire-là que nous voulons pour édifier l'État palestinien. Maintenant, cette terre a été remplie de colonies et de colons partout. Maintenant, sur cette terre, il y a 600 000 colons qui vivent. 600 000 colons vivent sur cette terre. Comment pourrons-nous édifier l'État de Palestine? Où pourrons-nous édifier l'État de Palestine? L'État d'Israël ne veut donc pas de la solution des deux États. Alors, est-ce qu'Israël veut un seul État? Et cet État, tel que les règlements sont appliqués aujourd'hui, sera un État avec deux systèmes, c'est-à-dire un État de l'apartheid. Cela nous ramène en nos mémoires ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Est-ce que le monde accepte que nous revenions à l'ancien système d'Afrique du Sud? Est-ce que le monde, au XXIe siècle, acceptera qu'il y ait un système d'apartheid? Est-ce que le monde acceptera qu'il y ait au XXIe siècle un peuple encore occupé depuis plus de 50 ans? Pourquoi? La question adressée à Israël, pourquoi est-ce que vous occupez ces terres alors qu'il y a des résolutions internationales? Et la dernière en date, la résolution adoptée par l'Assemblée générale en 2012 et qui considère que le territoire occupé en 1967, tous les territoires, la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, c'est le territoire de l'État de Palestine. Le monde entier a reconnu cela. 138 États ont reconnu cela. La résolution 2334 du Conseil de sécurité, adoptée à la fin de l'année dernière, a également confirmé que c'était des territoires occupés. Pourquoi une telle occupation au XXIe siècle? Il n'y a plus un peuple au monde sous occupation à part le peuple palestinien. Pourquoi vous, peuple israélien, acceptez que votre gouvernement continue de réprimer un autre peuple de cette manière. Et nous disons que nous voulons la solution des deux États. Le monde entier dit nous voulons la solution des deux États. L'État d'Israël, que nous reconnaissons, que nous avons reconnu, et l'État de Palestine. Et donc, 11 parlements européens, dont votre Parlement, Assemblée nationale et Sénat de la République française, ont recommandé à des majorités rarement vues, jamais vues parfois, ont recommandé à leur gouvernement de reconnaître l'État de Palestine. Voilà la seule réponse
à ce que fait Israël et à la colonisation israélienne, que la France et d'autres pays européens prennent rapidement cette décision pour qu'on puisse dire « nous reconnaissons deux États, donc voilà, nous reconnaissons maintenant l'État palestinien ». Israël doit venir vers la solution. Nous sommes tout à fait prêts à nous asseoir avec Israël autour de la table de négociation à n'importe quel moment. Et ceux qui disent le contraire n'ont pas raison, ont tort. La dernière fois, nous avons été invités à Moscou pour une rencontre à Moscou. Nous avons pris la décision, nous y sommes allés, mais le président israélien a refusé et il n'y est pas allé. Le président, le chef du gouvernement israélien, plutôt. Nous sommes prêts, nous sommes disposés, nous sommes prêts aux négociations, nous sommes prêts à la paix, nous sommes prêts pour la guerre contre le terrorisme. Que veut le monde de plus de nous? Donc, avant qu'il ne soit trop tard, nous demandons que soit appliquée la résolution 2334 du Conseil de sécurité qui a été adoptée il y a quelques semaines et que la France a voté et qui considère que toutes les colonies construites par Israël sur la terre de Palestine occupée depuis 1967, y compris Jérusalem-Est, sont illégitimes, caduques, et que Israël devait arrêter de construire ces négociations, de construire des colonies, que ce soit au sein des colonies existantes ou en établissement de nouvelles colonies. Également, cette résolution a appelé à la nécessité d'un suivi international cette année pour aider les deux parties à parvenir à un accord de paix selon un calendrier préétabli. La conférence de Paris a eu lieu sur invitation du président François Hollande pour trouver une solution. Et cette conférence a décidé de la création d'un mécanisme formé du quartet international des représentants des pays européens et des pays arabes, comme vous l'aviez fait avec l'Iran dans le cadre du 5+1. Et donc, nous pouvons créer un tel mécanisme, soutenir la solution des deux États et pousser les deux parties, encourager les deux parties à s'asseoir autour de la table des négociations. Et à cet égard, nous avons exprimé notre souhait et notre disposition à travailler avec le président américain Donald Trump pour établir la paix sur la base de la légalité internationale et de façon à garantir la solution des deux États. Le peuple américain a choisi le président Trump. Nous respectons ce désir du peuple américain qui a choisi son président. Que demandons-nous à ce président? Qu'il soit juste dans sa vision du conflit israélo-palestinien. Rien de plus. Les États-Unis sont une grande puissance et leur parole a son poids. Il faut donc considérer d'une manière juste la solution des deux États. Rien de plus, rien de moins. Nous ne voulons pas qu'ils se tiennent à nos côtés, nous ne voulons pas qu'ils se tiennent contre Israël, nous voulons qu'ils soient du côté du droit, du côté de la justice, du côté de la résolution votée par les États-Unis 2334. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je lance j'avertis du danger qu'il y a à transférer n'importe quelle ambassade de Tel Aviv à Jérusalem parce que cela constituerait une violation du droit international. Israël a annexé Jérusalem-Est après 1967 et a dit « c'est là notre capitale ». Aujourd'hui, si les États-Unis devaient transférer leur ambassade à Jérusalem-Est-Ouest, cela reviendrait à reconnaître l'annexion et donc à détruire toute possibilité de paix. Et c'est pour cela que nous disons à tous les pays du monde, y compris les États-Unis, ne touchez pas à cela.
nous voulons parvenir à une solution. Une fois que nous avons une solution et une fois que Jérusalem-Est aura été proclamée capitale de l'État de Palestine et Jérusalem-Ouest capitale de l'État d'Israël, eh bien, ils peuvent transférer leur capitale à Jérusalem-Ouest et ça les regarde. Mais à part cela, il est difficile, il est même impossible que nous puissions accepter ce transfert d'ambassade aujourd'hui. Et là, nous voulons réaffirmer notre vision concernant Jérusalem-Est comme capitale de l'État palestinien. Nous voulons que cette ville